Bonsoir, bonjour chers étudiants. C'est la deuxième vidéo sur l'histoire du droit. Donc c'est la suite de la première vidéo où j'introduisais de façon globale à la matière. Je vous ai indiqué dans cette première vidéo la place éminente du droit romain dans l'histoire du droit tel que nous le connaissons. Je vous ai également dans cette première vidéo indiqué toutes les controverses et toutes les réserves qu'il y avait sur cette histoire du droit, en précisant que chaque société sécrète du droit, mais toujours est-il que dans ce séminaire, nous mettons l'accent sur l'histoire du droit écrit. C'est pour cette raison que nous essayons de comprendre ici, à partir des sources écrites du droit, quelle est la dynamique historique suivie par la science du droit depuis les temps anciens. Aujourd'hui, je vais aborder la partie la plus dense de cette matière, à savoir l'histoire du droit romain. Et dans ce chapitre, qui est le plus long de ce séminaire consacré à l'histoire du droit romain, il s'agit, au travers de cette lecture historique de ce droit romain, de vous faire comprendre, chers étudiants, que certaines interprétations, certains concepts, certaines analyses que nous faisons de nos jours en matière juridique tirent leur origine de ce droit romain. En me suivant pas à pas, vous allez vous-même vous rendre compte que même si nous disons que ce droit romain est d'une certaine époque, mais vous verrez que sur certains aspects, ce que nous vivons aujourd'hui, le droit que nous pratiquons aujourd'hui, n'est pas si éloigné que ça de ce droit romain. Alors, voyez-vous, pour comprendre ce droit romain, il vous faut, et j'insiste sur cela, un minimum d'ouverture d'esprit, parce que je vais utiliser parfois des mots qui peuvent vous échapper. Il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire noter certaines expressions. Vous pouvez toujours me poser des questions dans les échanges, ou bien regarder sur Internet ou dans vos dictionnaires, le lexique, ces termes juridiques. Vous trouverez certainement la définition, le sens donné à ces concepts. La deuxième observation, deuxième qualité qu'il faut avoir pour comprendre cette matière, c'est la curiosité. Évidemment, vous pourrez être réfractaire en disant « Bon, mais il nous parle des choses qui sont passées il y a 15 siècles, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui ?» Voyez-vous. Et là, vous faites erreur. Attention. Parce que demain, vous êtes dans, comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous commencez les premières marches de la science juridique. Mais plus loin, dans vos études respectives, dans vos spécialisations respectives, il n'est pas exclu que vous soyez confrontés à certaines questions qui ont déjà été résolues par ce droit romain. Et c'est pourquoi la reconnaissance de ce droit romain, y compris parfois la maîtrise de certains concepts, nous semble être une exigence pour tout juriste qui veut être rigoureux, notamment dans l'interprétation du droit. Évidemment,
je ne vais pas vous donner tous les détails. Ce serait long, très long même et fastidieux. Et je crains que certains d'entre vous se perdent. C'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je veux ici vous donner l'essentiel de ce que j'estime être la culture juridique de base au sujet de l'histoire du droit romain. Ce qui me semble être essentiel de retenir. Pour le reste, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'histoire du droit, et notamment sur l'histoire du droit romain. Vous avez même des vidéos qui ont été faites par d'autres enseignants, d'autres experts, notamment des historiens, auxquels vous pouvez vous référer pour les nécessaires approfondissements. Alors, pour rentrer dans la matière, je dirais qu'au cours des 12 siècles, vous voyez, c'est une longue période. C'est pour ça que je vous disais que c'est très compliqué, très fastidieux. Donc, au cours des 12 périodes qui séparent la naissance et la chute de l'Empire romain, le droit romain a connu de profondes et de multiples mutations. Si nous partons du droit archaïque, embryonnaire, je dirais même, des premiers temps de la Rome antique, vous verrez que ce droit a oscillé entre le ius et le fas, avant, plus tard, de se laïciser et de s'autonomiser. Alors, je vais vous parler, faire un petit commentaire sur le ius et le fas. Ius, c'est I-U-S, et fas, c'est F-A-S. Je vais vous en parler parce que j'estime que c'est important, ces deux concepts. Durant les premiers siècles, le droit romain reste profondément marqué par ses racines religieuses. Et donc, la notion de ius, I-U-S, se distingue mal de celle de fas, F-A-S. C'est quoi le ius? Étymologiquement, le ius est ce qui est rituellement pur, qui est conforme aux prescriptions rituelles. On parle ainsi de rectitude, de droiture, de pureté, ce qui vient donc à désigner l'ensemble des règles permises par la cité romaine et qui s'imposent à l'activité des hommes, y compris l'organisation que le groupe se donne à lui-même par le recours à la justice. Donc, le ius est composé des règles qui régissent l'activité des hommes au sein de la cité romaine. Par contre, le fas, en revanche, désigne l'organisation générale du monde, c'est-à-dire ce qui est permis ou défendu aux hommes par les dieux. Parce que dans son sens originel, le concept de fas veut dire ce que les dieux ont dit. En d'autres termes, ce que les dieux permettent ou défendent aux hommes. Vous voyez, le ius a une connotation, je dirais, laïque, alors que le fas a une connotation religieuse. Mais n'empêche que les deux régulaient la société romaine. Pourquoi? Parce que au cours des premiers siècles de l'Empire romain, le droit est produit et la vie juridique elle-même est
régi, contrôlé et dominé par les pontifes. Vous avez certainement entendu parler de ce concept, même aujourd'hui. Les pontifes. Par exemple, le pape actuel, on l'appelle parfois pontife romain. Les pontifes, à cette période-là, sont des prêtres qui sont qualifiés de faiseurs de ponts, au sens liturgique même du terme. C'est-à-dire, ce sont des gens qui construisent le chemin vers la justice et la vérité. Donc, ces pontifes dominent le droit et la vie juridique. C'est pourquoi ils interviennent dans la sphère juridique, notamment par la maîtrise qu'ils ont du caractère sacré du serment qui sert à former le droit en prenant les dieux à témoin. Parce que le droit à l'époque, comme je l'ai dit avec le mélange du ius et du fas, les juristes, lorsqu'ils s'exprimaient à l'époque, pour donner de la consistance à l'argumentation juridique, ils prenaient Dieu à témoin. Or, ce serment, seuls les pontifes avaient la maîtrise de ce serment. Et par ce serment, le sacramentum, il dominait la vie juridique. Mais, de façon plus spécifique, au-delà de la maîtrise que les pontifes ont du serment, les mêmes pontifes ont également le contrôle de la procédure civile. La procédure civile qui est émergente en voie de cristallisation est contrôlée par ces pontifes. Et cette procédure, à l'époque, on l'appelle la procédure des actions de la loi. C'est une procédure formaliste, excessivement même formaliste, qui oblige le juriste à employer des termes précis pour pouvoir ouvrir une action en justice. C'est un peu, je dirais, l'équivalent de ce qu'on va appeler aujourd'hui la recevabilité des actions en justice. Pour pouvoir obtenir que le juge, le magistrat, se saisisse de votre plainte, il vous faut respecter un formalisme rigoureux. À la moindre erreur, l'action est rejetée. Or, ce sont les pontifes qui ont la maîtrise de cette procédure. Et du coup, vous devez vous référer à eux pour pouvoir mettre en mouvement cette procédure. Alors, pour votre information, je rappelle simplement que le procès, à cette époque, comprend deux phases. Il y a la première phase qu'on appelle la phase in iure, qui se déroulait devant un magistrat. Le mot a tout son sens. La première phase se déroulait devant un magistrat. Et la seconde phase, qu'on appelle la phase apud iudicem, se déroulait devant un juge. Voyez-vous, à l'époque, il y a une distinction entre le magistrat et le juge. Je reviendrai sur cette distinction importante. Pourquoi? Parce que le magistrat de l'époque est en quelque sorte celui que vous appelez aujourd'hui le chef de cour. Il a l'office, parce que le tribunal
en quelque sorte, lui appartient. Il a acheté la charge magistrat. Et lorsqu'il a des plaintes, et c'est lui qui conduit la première phase que je vais expliquer tout à l'heure, après cette première phase, ce magistrat qui a la charge donc de la justice dans une circonscription donnée peut désigner un juge. Et en l'espèce, le juge est une simple personne. Ce n'est pas un juge professionnel. Oui. Et les juges désignés par les magistrats, qui sont des simples particuliers, je précise. Mais à l'époque, généralement, c'était les sénateurs, les membres du Sénat. Alors, ça peut vous paraître un peu confus. Je dis, les magistrats de l'époque désignaient souvent des sénateurs comme juges, qui ne sont pas en fait des juges professionnels. Alors on peut se poser la question, pourquoi désigner ces sénateurs, qui en même temps étaient des hommes politiques, tout ça? Parce que les membres du Sénat, on appelait à l'époque le Sénex, c'est-à-dire l'Assemblée des vieux. Ah, ça peut faire sourire parce qu'aujourd'hui, vous entendez des expressions comme un jeune sénateur. Ça n'a aucun sens. Sénateur, c'est une personne qui a fait sa vie civile, économique, administrative, politique, et qui a une certaine expérience de la vie, et qui peut donc être membre du Sénat parce qu'il a une expérience de la vie à partager. Et il a le sens de la modération, contrairement aux députés. Vous voyez? Donc, à l'époque, ce sont ces sénateurs qui sont des personnes expérimentées. C'était des hommes d'affaires, c'était, bref, des gens qui ont fait leur vie et qui ont une certaine rectitude et de l'expérience à partager. Ce sont ces personnes qui étaient désignées comme des juges par les magistrats pour trancher les litiges. Oui. C'est pour vous dire qu'à l'époque, pour être désigné juge, il ne suffisait pas d'avoir 4 années d'études de droit ou un petit diplôme, non. Il fallait une certaine expérience de la vie, connaître ce que c'est les affaires, connaître ce que c'est la société, la famille, la politique. On pouvait donc vous faire confiance parce que vous avez une certaine expérience. Vous êtes en quelque sorte comme certaines, vous êtes au-dessus un peu du quotidien. Et vous confiez donc la responsabilité de trancher l'affaire. Et je rappelle que le magistrat désignait un juge pour chaque affaire. Ce n'était pas forcément le même juge. Donc il n'y avait pas, comme ça, une liste des juges qu'il fallait dire non. C'est en fonction de l'affaire. Lorsque le magistrat estime, par exemple, cette affaire touche peut-être le commerce, alors il peut choisir parmi les sénateurs ceux qui ont eu une expérience de ce type d'affaires pour pouvoir trancher le litige. Dans la première phase, donc, disais-je, le magistrat examine les questions de droit. Le magistrat qui est saisi, avant qu'il ne transfère au juge, le magistrat examine les questions de droit. Alors, on vous dira dans la procédure aujourd'hui, bon, le premier juge juge les faits et le droit, et puis le juge d'appel ne juge que le droit. Non. À l'époque, le magistrat, lui, il examine d'abord les questions de droit, objet de votre plainte. Et on disait qu'il est doté à cet effet du pouvoir de dire le droit. Il a le pouvoir de dire le droit en tant que magistrat. Le concept a tout son sens. Le magistrat est celui qui dit le droit. Ce magistrat organise donc le procès, il fixe les dates, il fixe la durée de l'instance et il nomme le juge qui est appelé à trancher le litige. À l'occasion, le magistrat peut recevoir les prétentions
du demandeur et surtout savoir, puisqu'il y avait 5 procédures d'action. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait 5 procédures d'action. Donc, le magistrat devait savoir quelle est la procédure que le demandeur choisit. Le magistrat vérifie également le formalisme. Je vous ai parlé tout à l'heure du formalisme des actions. Et ce magistrat pouvait également arrêter une affaire. Par exemple, lorsque l'accusé avoue, ben, lui, il décide directement. Il n'a pas besoin de transférer à un juge. Ou bien lorsqu'un accusé refuse de se défendre. Évidemment, à l'époque, bon, les droits de la défense, c'est pas comme maintenant. Mais il y avait la possibilité de se défendre. Mais lorsque vous refusez de vous défendre, le magistrat peut estimer que vous reconnaissez donc le tort. Donc la procédure s'arrête. Mais si tel n'est pas le cas, une fois que le magistrat a vérifié tout ça, il transmet, il conclut donc l'affaire au premier niveau par un acte juridique qu'on appelle litis contestatio. Litis contestatio. C'est-à-dire, il a dit le droit, mais il n'a pas tranché. Vous voyez la nuance. Il a dit le droit, mais il n'a pas tranché. Il dit, dans cette affaire, monsieur le juge, voici le droit qui doit s'appliquer. Voici les règles formelles que les parties devraient suivre. Je vous donne tel temps pour trancher. Donc le juge qui reçoit l'affaire est lié par l'acte juridique pris par ce magistrat. Et donc après l'acte appelé litis contestatio, s'ouvre donc la seconde phase du procès. Le juge examine alors les faits et les preuves. C'est-à-dire, on lui a déjà indiqué le droit qu'il doit dire, mais maintenant il doit examiner, puisqu'il a les faits et les preuves, il doit les examiner au regard du droit applicable. Alors, j'insiste pas sur les détails de la procédure devant ce juge. Les débats sont libres et bien informels. À l'époque, il n'y a pas trop d'encadrement, la procédure. Et la preuve est libre, c'est-à-dire que la preuve peut être faite par tout moyen. À la fin donc de la procédure et selon le temps qui lui a été imparti, le juge tranche le litige par une décision qui est insusceptible d'appel. Il n'y a pas d'appel à l'époque. Voilà la procédure des actions de la loi qui est en fait contrôlée, maîtrisée par les pontifes. Pourquoi? Parce que ces pontifes, ce sont eux qui connaissent toutes les formules qui permettent de dire ceci ou de dire ça. C'est eux qui savent telle formule s'applique à telle situation, comment employer ces formules, comment les interpréter, etc. Donc il y a une procédure qui est très ritualiste, où la moindre erreur vous fait perdre le procès. C'est pour ça que ces pontifes, dès le début, ont un pouvoir important. Mais les choses vont évoluer. Les choses vont évoluer. C'est véritablement à partir de la loi des 12 tables. Tenez, vous pouvez regarder sur Internet, c'est expliqué, la loi des 12 tables, que se forme progressivement le ius civile, le droit civil. Notamment, en 509, avant Jésus-Christ, apparaît la République qui est entièrement aux mains des patriciens. Alors il y avait deux classes, hein, les patriciens, les riches disons, et puis les plébéiens, les pauvres, pour schématiser. Il y a beaucoup de subtilités, de nuances, mais on peut retenir grosso modo cela. Mais,
très rapidement, la plèbe, c'est-à-dire que la classe des plébéiens, ce que j'ai appelé les pauvres, se dresse contre le patricien. Et le combat entre les deux classes va durer près d'un siècle et demi. Hein. Ça va être violent. Jusqu'en 367 avant Jésus-Christ. Alors, je rappelle, vous êtes des jeunes étudiants, je vous rappelle que c'est une décroissance. C'est-à-dire qu'on va de 509 à 360, on décroît jusqu'à Jésus-Christ. Et puis après, les années commencent à monter. Donc, de 509 avant Jésus-Christ, on passe à 367 avant Jésus-Christ, où il y a un compromis qui est trouvé entre les plébéiens et les patriciens, ce qu'on appelle le compromis licino-sextien. C'est un compromis par lequel l'élite plébéienne et l'élite patricienne se partagent le pouvoir dans la Rome antique. C'est vous faire comprendre que les tensions autour de la production du droit, autour de la fabrication du droit, ce sont des tensions anciennes, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours des querelles pour la production des normes juridiques. Mais je dirais la leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours rechercher le compromis pour pouvoir avancer. Alors, les deux élites se partagent donc le pouvoir pour avancer, mais par la suite, les plébéiens contestent le pouvoir des consuls romains, qui sont les hauts magistrats patriciens. Ils comptent parce que ces consuls, finalement, ont un pouvoir énorme, sans limite. Ils ont une puissance infinie, pouvant aller jusqu'à la condamnation à mort des citoyens. Les plébéiens estiment que c'est injuste. Ils contestent, ils réclament donc un collège de magistrats pour rédiger ce qu'on va appeler l'imperium consulaire, c'est-à-dire la limitation de l'arbitraire des consuls, qui désormais ne peuvent sanctionner que sur la base de la loi. Parce qu'à l'époque, ces consuls avaient un pouvoir infini, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de texte qui les limite. Et ils en abusaient. Pour donc limiter ces abus, a été donc adopté les lois sur l'imperium consulaire qui limitent le pouvoir des consuls. Et les consuls, désormais, sont soumis, finalement, à la loi. Après de longues années de tension, je vous passe l'histoire tumultueuse de la Rome antique, vous pouvez la lire lorsque vous aurez le temps. Le Sénat accepte de suspendre temporairement l'exercice normal des magistratures, donc vis-à-vis de la résistance des plébéiens. Il convient donc qu'un collège de 10 membres soit mis en place pour encadrer le pouvoir des consuls. Alors les 10 membres, on les appelait dans l'histoire de la Rome antique les décemvirs. Ce n'est qu'en 451, je vous raconte comment on est arrivé à 367, en 451, que les 10 premières tables ont été rédigées, puis les années suivantes, les 2 autres ont été élaborées, et c'est comme ça qu'on est arrivé donc à la loi des 12 tables, l'historique loi des 12 tables, qui va être une œuvre déterminante dans l'histoire du droit. Parce que cette loi des 12 tables devient rapidement, aux yeux des Romains, la source de tout le droit public et privé. Et la loi des 12 tables introduit également des nouvelles procédures. Des nouvelles procédures. C'est par exemple
la procédure du vote des assemblées populaires, ce qu'on appelle les comices. Les comices, ce sont des assemblées populaires. Alors, aujourd'hui, on parle de comices agricoles, de comices, etc. Mais les comices, ce sont les gens se regroupent, par exemple, autour d'un marché, et puis on débat, on vote quelque chose. Donc, ceci marque les premières interventions du peuple dans la production de la loi. Oui. Dans la production de la loi. Finalement, on ne fait plus confiance simplement aux élites qui arrivent entre elles à trouver des compromis. Le peuple dit non, nous aussi on peut participer. Donc la loi des 12 tables introduit cette procédure qui permet à une assemblée populaire de voter une loi. En tout cas d'intervenir dans la procédure d'adoption d'une loi. Et toujours dans la même dynamique, la République romaine va connaître une forme de législation émanant du concile de la paix, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'assemblée des pauvres, hein, pour simplifier le langage. C'est une assemblée propre à la plèbe. Et c'est cette assemblée qui va voter certaines lois à travers une procédure spécifique qu'on va appeler le plébiscite. Aujourd'hui encore, le concept de plébiscite est utilisé. Il s'agit de plébisciter une loi. Mais ce n'est pas n'importe qui, je le rappelle, qui intervenait au début. Ce plébiscite est la loi votée sur proposition du tribun de la plèbe, ce qu'on peut appeler le chef de la plèbe. Et à l'époque, les lois votées par plébiscite ne s'appliquent qu'aux plébéiens. Oui. Ce n'est que en 449 et les années qui vont suivre que finalement le Sénat va accepter que cette loi s'applique également aux autres, c'est-à-dire aux patriciens. Voyez-vous, le plébiscite devient à partir de cette époque-là la forme législative la plus courante de la République romaine. La loi est donc la source la plus prestigieuse, mais elle n'est pas la source unique, finalement. Puisque dans certaines matières, ce sont les coutumes qui régissent la vie en société. Ce ne sont pas les lois. C'est le cas, par exemple, du droit de la famille. À l'époque, le droit de la famille est régi par la coutume du père de famille. Et nous ne sommes pas très loin de là dans certaines sociétés encore aujourd'hui. Le père exerce à l'intérieur de sa famille ce qu'on appelle sa domus, D-O-M-U-S, sa domus, c'est-à-dire la puissance paternelle que lui confère la coutume et parfois sur certains points la loi, et qui échappe entièrement à la justice publique. C'est-à-dire que la justice ne doit pas s'immiscer dans les affaires d'une famille. C'est le père qui exerce son domus, son pouvoir paternel sur la famille. Mais voyez-vous, même à l'époque, ce pouvoir paternel n'est pas illimité. Contrairement à ce que certains écrits d'anthropologues, etc., sociologues, historiens disent, non. Le pouvoir paternel n'est pas un pouvoir arbitraire. Vous voyez? Aujourd'hui, parfois, on confond. On dit, oui, mais la puissance paternelle, non. Cette puissance paternelle, domus, n'était pas illimitée. Il y avait des règles qui interdisaient les abus du père. Et il était prévu, d'ailleurs, une sanction religieuse qu'on appelait la sacratio. La sacratio est une sanction ultime, grave, par laquelle le groupe social, parce que la famille est dans un groupe social, lorsque un père abuse
de sa famille, le groupe social, peut prendre la décision d'éliminer ce père et de confisquer ses biens. Vous voyez, c'est une sanction grave. Si vous vous comportez en dictateur au sein de votre famille, vous pouvez être sanctionné. On vous confisque tous vos biens. Et vous êtes éliminé. Éliminé à l'époque, c'est tué. Hein? C'est tué. Donc, d'où l'expression, vous devez gérer votre famille en bon père. Oui. Gérez votre famille en bon père. Parce que si vous commettez des abus, on va vous appliquer la sacration. Finalement, avec l'extension territoriale de la Rome, la coutume va se développer. Et au cours des années qui vont suivre, il y a plusieurs groupes sociaux qui vont rentrer dans l'Empire romain, notamment avec l'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ, qui a accordé la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Donc vous voyez, il y aura plusieurs coutumes. Et du coup, ça va entraîner beaucoup de conflits, d'interprétation, de connaissance même de ces coutumes. En 367, avant Jésus-Christ, est créée la préture. C'est une nouvelle magistrature dont le titulaire est appelé préteur. Il est élu pour un an et c'est lui qui est le magistrat de la première phase que je disais du procès. En fait, la procédure ne change pas fondamentalement. Les règles restent essentiellement les mêmes à quelques nuances près. Il y a toujours les deux phases. Le juge de la seconde phase reçoit donc du magistrat qui est appelé maintenant préteur, non plus simplement le droit, il dit, mais il y a une instruction écrite désormais. Il reçoit une instruction écrite qui lui indique dans quel sens il doit trancher le litige. Vous voyez? Donc, il y a là un glissement qui commence à s'opérer. C'est-à-dire que le préteur, qui est le magistrat, désormais non seulement renvoie l'affaire devant le juge, mais en plus, il y a une instruction écrite précisant la formulation de la prétention du demandeur. Qu'est-ce que le demandeur demande dans sa plainte, mais également indique au juge dans quel sens il faut trancher. Cette nouvelle procédure va recevoir le nom de procédure formulaire. Certains, même à notre époque, ont parlé de la justice formulaire, c'est-à-dire une justice où le juge applique mécaniquement, aveuglement, le droit sans considération aucune du contexte, etc. À la limite, le juge dit le droit que le pouvoir lui demande de dire. Et ce concept de prêteur, c'est-à-dire il dit le droit avec toutes les innovations, c'est-à-dire qu'à un moment, il devient lui-même créateur du droit. Et c'est ce prêteur qui va donner naissance au concept de droit prétorien. Oui, on utilise toujours. Le droit prétorien, c'est le droit produit par les prêteurs, ces magistrats de l'époque. C'est pour ça qu'on parle de droit prétorien. C'est le droit créé par les prétoriens, dit par les prétoriens. Par les prêteurs plutôt, excusez-moi. Alors, après cette période du droit prétorien, on va connaître une évolution avec une deuxième source du droit, ce qu'on appelle la jurisprudence. Et en latin, on parlera de la jurisprudentia, c'est-à-dire la science du droit. Et cette science du droit est souvent le résultat de la perte de pouvoir par les pontifes
qui commence donc à cette époque à perdre le monopole de l'interprétation des textes de loi. Et c'est à partir de ce moment, puisque les pontifes qui avaient le secret des formules commencent à perdre l'autorité du pouvoir au profit d'autres juristes. Et c'est à cet instant que naît ce qu'on va appeler la doctrine juridique. Au départ, la doctrine juridique vise à interpréter la jurisprudence. Oui. C'est ça au départ. C'est-à-dire, en premier lieu, la jurisprudence repose sur l'abstraction. À partir des cas d'espèce, ces juristes raisonnent de manière logique, introduisant des classifications, des définitions et des systématisations qui seront applicables à chaque catégorie. Et en second lieu, ces juristes, qu'on appelait à l'époque les jurisconsultes, sont des praticiens. C'est-à-dire, à partir des cas d'espèce, ils vont produire ce qu'on appelle des consultations juridiques. Des consultations juridiques, ils le font pour les prêteurs. C'est-à-dire que le prêteur, lui, il a à côté de lui les jurisconsultes, c'est-à-dire la doctrine, qui lui disent sur telle affaire, sur tel cas, voici comment tu peux instruire le juge. Voici ce que tu peux dire le juge, comment il doit trancher. Et ces prêteurs suivent l'interprétation donnée par ces jurisconsultes. Et vous voyez donc l'influence de la doctrine à l'époque sur le droit. Et du coup, d'un point à un autre, on a commencé à parler de la doctrine en termes de droit prétorien. Il y a eu un glissement. Même si au départ le droit prétorien était le droit produit et dit par les magistrats, les prêteurs, mais puisqu'ils étaient sous l'influence de la doctrine des jurisconsultes, alors on a assimilé donc le droit de ces jurisconsultes au droit prétorien, puisqu'on sait que derrière ce que disait chaque prêteur, il y avait un jurisconsulte, presque derrière, qui était au fond l'auteur de tout ça. Vous voyez? Donc, et ces jurisconsultes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les experts, les professeurs de droit, etc. C'est eux qui disaient aux magistrats quel est le bon droit, comment l'interpréter. Et ce magistrat qu'on appelait prêteur, à son tour, instruisait donc le juge pour dire au juge, voici comment tu dois trancher sur cette affaire. Vous pouvez donc comprendre à l'époque la puissance acquise par ces jurisconsultes. À partir de ces évolutions, il nous faut également, pour approfondir la question, vous parler de la maîtrise des sources du droit qu'avaient donc ces prêteurs, ces jurisconsultes, etc. La centralisation administrative donc, de l'Empire romain et la concentration des pouvoirs romains de l'empereur vont conduire progressivement à l'émergence d'un système juridique dans lequel le droit est désormais l'attribut du prince. Oui, le droit est l'attribut du prince. Ce qu'on appelle, on peut dire aujourd'hui, le droit est l'attribut du pouvoir politique. Les premiers empereurs ont d'abord laissé subsister les assemblées que je vous ai parlé, les comices, etc. Mais après un moment, ils ont mis fin à ça. Ils ont mis fin à cela. Ils ont laissé à un moment le Sénat continuer à produire des règles, mais l'empereur a commencé progressivement à s'approprier le pouvoir du Sénat. Parce qu'il a réussi à domestiquer le Sénat. Et du coup, au Sénat, on ne faisait qu'entériner la demande de l'empereur. Voyez-vous, lorsque vous regardez le Parlement aujourd'hui,
nous ne sommes pas éloignés de cette situation. Oui, des dizaines de siècles après, les parlements aujourd'hui, comme on dit, ne font qu'entériner les demandes du prince. À un point où cela devenait tellement dérisoire que l'empereur Marc Aurèle, qui a régné entre 1661 et qui a régné entre 161 plutôt et 180, a complètement supprimé le vote au niveau du Parlement. Plus de vote. Il trouvait que c'était une perte de temps. Et il a introduit l'acclamation. Les sénateurs sont réunis, puis on dit, bon, voilà ce que l'empereur a proposé comme loi. Il n'y a pas de débat, on applaudit. Donc, l'acclamation devient la procédure par excellence de l'adoption des lois. On acclame, c'est tout. Et à cette période, la jurisprudence subit également la mainmise impériale. Parce qu'au fond, comme je vous ai dit, les jurisconsultes avaient le pouvoir sur les juges. Non seulement que l'empereur doit contrôler la production du droit par les parlements, mais il lui faut aussi contrôler les interprétations qui sont données par la doctrine. Alors, c'est l'empereur Auguste qui, lorsqu'il arrive au pouvoir, va rapidement contrôler les jurisconsultes. Alors, il crée une procédure spéciale qui, désormais, lui permet de donner son autorisation pour chaque consultation juridique. C'est maintenant l'empereur qui autorise le jurisconsulte à donner l'interprétation. Et du coup, on assiste à un renversement. Désormais, seuls les jurisconsultes autorisés par l'empereur peuvent donner l'interprétation. Alors, vous aurez constaté que l'activité doctrinale, certes, elle est restée un peu libre, mais en fait, elle est coupée de la pratique du droit, puisque pour que le jurisconsulte soit associé à la procédure, comme je disais, donne son avis auprès du magistrat, il faut qu'il ait l'autorisation. Du coup, vous avez deux catégories de jurisconsultes. Vous avez des jurisconsultes qui sont libres, des théoriciens, mais qui sont coupés de la réalité parce qu'ils ne travaillent plus avec les magistrats. Donc, ils écrivent des choses, mais on s'en fout. Et vous avez des jurisconsultes qui obtiennent l'autorisation du prince, l'empereur, et qui travaillent avec les magistrats. Par cette procédure, l'empereur contrôle le droit pratiqué. Et vous comprendrez également, c'est de là que vient une certaine distinction entre les juristes libres qui écrivent des articles, qui écrivent des choses que personne ne lit, on s'en fout, et les juristes qui travaillent dans des cabinets au service du gouvernement, au service du prince, qui donnent des conseils juridiques aux magistrats, aux hauts fonctionnaires, etc., mais qui ne peuvent le faire parce qu'ils sont nommés. Aujourd'hui, ils sont nommés. Hier, ils étaient autorisés à le faire. Oui. Donc, naturellement, dans un tel mécanisme, ces juristes perdent leur indépendance, leur liberté. Et ceci va être encore aggravé avec l'arrivée des empereurs Théodose II et Valentinien, qui finalement consacrent cet état, de fait, en adoptant une loi qui est dite la loi des citations. Alors, la loi des citations, c'est une loi qui détermine quels sont les écrits doctrinaux qui peuvent être invoqués en justice et que le juge doit suivre. Vous voyez, c'est-à-dire que désormais, dans une procédure, si vous voulez invoquer la doctrine,
il faut que ce soit la doctrine des jurisconsultes approuvée par le pouvoir. Et ce n'est que cette doctrine que les juges peuvent suivre. Vous voyez le glissement qui va consacrer donc une forme d'inféodation des juristes au pouvoir. Puisque ce sont ces juristes-là qui sont considérés désormais comme des bons juristes. Ceux qui sont autorisés par le pouvoir. Le reste là, écrivez vos textes. Aucun juge ne peut vous suivre. Ça n'a aucun crédit aux yeux des juges. On parlera donc de la doctrine libre, c'est-à-dire que vous écrivez ce que vous voulez, tant pis, et puis de la doctrine pratique, celle qui est suivie par les juges, mais parce qu'autorisée par le pouvoir. Et naturellement, dans ce contexte-là, vous comprendrez, chers étudiants, que les juristes qui ont peur de perdre leurs autorisations ne peuvent pas dire des choses qui vont à l'encontre du pouvoir. Ils ne peuvent qu'écrire des choses qui vont plaire au pouvoir. Vous voyez cette situation qui est très très loin de notre histoire. Mais regardez autour de vous. Ce sont les mêmes juristes aujourd'hui, ce qu'on appelle les juristes du pouvoir, qui sont présentés, notamment aujourd'hui, on leur met des titres, des grades, des décrets, etc., pour dire que ce sont les meilleurs juristes. Parce que ce sont ces seuls juristes que le pouvoir écoute. Les autres, ça ne les intéresse pas. Voilà, vous voyez, des situations qui sont anciennes, qui expliquent parfois des déclinaisons, comment les choses se sont constituées avec les siècles. Et progressivement, l'empereur qui autorise donc ces interprétations est présenté par ces juristes comme étant l'alpha et l'oméga du droit. Alors, avec Auguste, l'empereur va acquérir des pouvoirs énormes. C'est-à-dire que l'empereur, désormais, tient du peuple la capacité de faire la loi par délégation, notamment au moment de son investiture. On n'a plus besoin d'assemblée, de tout ça, non. Le pouvoir, c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui fait la loi. Et à cet instant, le pouvoir n'a même plus besoin des acclamations du Sénat. Ce n'est même plus nécessaire. Puisque par une loi qui a été adoptée par Auguste, qui s'appelle la Lex Regia, ou la Lex Imperio, par cette loi, désormais, l'empereur, c'est-à-dire le pouvoir politique, produit directement le droit. Et c'est Ulpien qui a mieux compris cela et l'a synthétisé dans une formule restée célèbre où il dit ceci: ce qui a plu au prince a force de loi. Je répète la formule. Ce qui a plu au prince a force de loi. Vous voyez le pouvoir, la domination désormais que le pouvoir exerce sur le droit. C'est donc pourquoi, à partir de ce moment, c'est l'empereur qui établit le droit. En d'autres termes, tout ce qu'il a décidé dans un jugement ou tout ce qu'il a énoncé clairement dans une sentence ou tout ce qu'il peut prescrire par un acte, par un édit, doit être reconnu comme la loi désormais. Et la situation va encore s'aggraver lorsqu'un empereur, celui qu'on appelle Dioclétien, arrive sur le trône et désormais, l'empereur, qui à l'époque était considéré comme le premier des citoyens,
Il n'est plus le premier des citoyens désormais, avec Dioclétien. Il devient le dominus, c'est-à-dire le maître. L'empereur est désormais considéré, à cet instant, puisqu'il est maître, il est donc considéré comme d'essence divine. C'était appelleront jupitérien. Vous voyez ce qu'on dit? Jupitérien avec Macron, aujourd'hui avec bien d'autres. Donc l'empereur n'est plus le premier des citoyens. Il est désormais le maître. Il a le dominus. Et cette situation va encore prendre une autre tournure avec la conversion de l'empereur Constantin en 312. Parce qu'à partir de cet instant, non seulement son prédécesseur était considéré comme le maître, désormais, avec Constantin, l'empereur n'est plus simplement le maître, mais il est le vicaire de Dieu sur terre. Vous voyez, cette expression prend une forme de sacralité. Le pouvoir devient sacré. L'empereur est le vicaire de Dieu sur terre. Non seulement qu'il a la maîtrise donc de tout le système juridique, mais finalement, étant vicaire de Dieu sur terre, c'est-à-dire que c'est lui qui fait donc le lien entre Dieu et la société et les hommes, il devient donc la seule source du droit. Il est désormais la seule source du droit. Et d'ailleurs, à partir du IVe siècle, l'empereur, qui est le vicaire de Dieu sur terre, est désormais appelé loi vivante. Et les jurisconsultes de l'époque, évidemment qui sont inféodés, appellent l'empereur la loi qui respire. Donc, ce n'est plus la loi papier, comme à l'époque on fait la loi, on vote, comme on vote, non. Ce n'est plus ça, on n'a pas besoin de ça. C'est la loi qui respire. Et en latin, on appelait ça la lex animata. C'est-à-dire que le roi est en lui-même, l'empereur est en lui-même, de son vivant, la loi. C'est la loi qui respire. Et pour vous montrer la mainmise du pouvoir politique sur le droit, les jurisconsultes dont je parlais tout à l'heure, inféodés à l'empereur, vont aller plus loin. Puisque certains d'entre eux vont sortir une formule. Omnia iura in sicrinio pectoritio. Qu'est-ce que veut dire cette formule? Tout le droit est contenu dans l'archive de la poitrine du roi. Donc, la poitrine du roi, la poitrine de l'empereur, c'est l'archive du droit. Tout le droit est là-dedans, dans sa poitrine. Donc, en d'autres termes, quand l'empereur parle, c'est le droit qui sort. Tout ce qu'il dit est désormais obligatoire. Vous devez vous soumettre à cela. Alors, je vous invite à prendre cette figure de la loi qui est dans la poitrine du chef politique et à comparer cette figure avec certaines situations dans notre monde aujourd'hui. Où certains vous disent même que la simple parole d'un chef d'État, c'est la loi. Parfois même son silence, c'est la loi. Vous voyez que ce que nous vivons aujourd'hui, chers étudiants, nous tirons tout ça, lorsque vous comprenez l'histoire du droit, vous arrivez à comprendre certaines situations actuelles. La poitrine, aujourd'hui, de certains présidents de la République, c'est le droit. Tout ce qu'il dit, on obéit aveuglément. Et en cela, appuyé par certains juristes, ces jurisconsultes qui sont au service du roi, qui ne peuvent plus prendre aucun recul. On ne peut pas contredire la parole du chef. La parole du chef, non seulement elle est sacrée parce qu'il est le vicaire de Dieu sur terre, mais en plus, tout le droit est dans sa poitrine, tout ce qui sort de sa bouche, donc expiré par sa bouche, c'est du droit. Vous devez respecter.
ce que dit l'empereur ne peut être que bon et juste. Voyez comment les situations ont évolué, mais se sont cristallisées. Et dans l'intelligence collective, ces choses ont été maintenues, reviennent parfois. Après des siècles, on revoit ce genre de choses. Vous voyez, c'est à cet instant que la connaissance de l'histoire du droit est très importante. Elle va vous permettre de démasquer certaines figures, de comprendre certaines postures et souvent d'être rigoureux avec les interprétations juridiques que vous serez amené à formuler. Je vais donc conclure en disant que ce droit romain a largement influencé l'histoire du droit jusqu'à nos jours. Il est donc très important d'avoir une idée précise de ce droit. Le temps ne nous permet pas de vous donner toutes les subtilités, tous les détails. À votre niveau, ce n'est pas important. Lorsque vous serez en recherche doctorale, vous pourrez approfondir certaines questions. Mais nous sommes obligés de nous en tenir à un format de temps. Nous sommes déjà à 1 heure avec cette vidéo. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous allons nous arrêter là. Et il y a une 3e vidéo qui va venir dans laquelle nous allons parler de l'histoire du droit médiéval. Je vous remercie.